l'assistance aux animaux sauvages et un peu du courant philosophique autour de cette question-là. Pour me présenter rapidement, alors sur le programme il y avait marqué philosophe, je précise que je ne suis pas philosophe pro du tout. Je m'intéresse à la philosophie, là je vais parler de philosophie, mais j'ai pas fait d'études en philosophie. Moi de formation je suis éthologue, du coup plus biologie du comportement animal. Et ouais, du coup je pense dans un premier temps je vais présenter un peu qu'est-ce que c'est que le courant qu'on appelle le ROAS en éthique animale. Dans un deuxième temps, je vais présenter un peu les critiques que moi j'adresse à ce courant-là. Et je vais finir un peu en discutant un peu sur les pistes pour un peu faire le tri entre les bonnes idées, les moins bonnes idées. Et aussi un peu comment on peut faire pour essayer de prendre des décisions quand on a des hésitations entre plusieurs systèmes de valeurs qui peuvent sembler intéressants mais qui ne sont pas forcément compatibles entre eux totalement. Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être lever la main si vous avez déjà entendu parler du ROAS au moins un peu, si vous savez vaguement ce que c'est. Ok. Du coup, je vais commencer par là. Alors, le ROAS, c'est un acronyme, du coup c'est RWAS, qui veut dire Reducing Wild Animal Suffering. Du coup, c'est réduction de la souffrance des animaux sauvages. Et c'est un courant en éthique animale qui en fait développe l'idée que par rapport aux animaux sauvages, on n'aurait pas uniquement un devoir de non-nuisance, on aurait aussi potentiellement un devoir d'assistance proactive. Et du coup, c'est pas tout à fait les mêmes logiques. C'est un courant qui vient de milieux antispécistes, mais qui est très minoritaire à l'heure actuelle au sein de l'antispécisme. Du coup, s'il y a des personnes qui découvrent un peu l'antispécisme ici, je veux pas que vous pensiez que c'est ça l'antispécisme majoritaire. Vraiment, dans son écrasante majorité, le courant antispéciste est orienté vraiment plutôt sur la lutte contre l'exploitation animale. Et ce courant-là, c'est vraiment quelque chose qui est pour l'instant assez une bulle au sein de l'antispécisme et qui est vraiment pas encore du tout majoritaire. Et pour l'instant, c'est plutôt dans les milieux anglophones, plutôt États-Unis, Royaume-Uni, et plutôt dans les milieux académiques encore. Du coup, c'est encore vraiment un sous-milieu très très précis au sein de l'antispécisme, et la grande majorité de l'antispécisme n'est pas forcément positionnée sur cette question-là. Le courant ROAS, ça se base un peu sur, ça part d'un constat qui est la quantité de souffrance qui existe chez les animaux sauvages. Le fait que par exemple à tout instant il y ait des milliards et des milliards d'animaux sauvages qui meurent de maladies, qui meurent de faim, de froid, qu'il y ait des milliards d'animaux qui meurent de prédation de manière qui forcément c'est extrêmement dans des souffrances extrêmement intenses, qu'il y ait également énormément de compétition entre différents animaux sauvages qui entraînent des morts et de la souffrance en grande quantité, et qu'une grande partie de ces souffrances-là en fait n'ont rien à voir avec l'impact des activités humaines. En fait, c'est absolument vrai que les activités humaines ont un impact également colossal en termes de souffrance pour les animaux sauvages, avec tout ce qui est perte d'habitat ou ce genre de choses, mais c'est pas la seule source de souffrance en milieu naturel. Et en fait, il y a des raisons de penser que la grande majorité des souffrances subies par les animaux sauvages au monde, c'est des souffrances d'origine naturelle, en fait, tout simplement liées à la dureté de la vie sauvage. Et notamment, il y a un point qui est particulièrement mis en avant dans cette réflexion-là, qui est le fait qu'en milieu naturel, on peut un peu classer les espèces d'animaux en fonction de leur stratégie de reproduction, avec une minorité d'espèces comme les humains ou les éléphants, qu'on appelle des espèces à stratégie de reproduction K, c'est-à-dire les espèces qui vont avoir très peu de petits, où il va y avoir des soins parentaux très développés, et du coup il va y avoir des taux de mortalité des petits qui sont très faibles. Et voilà, c'est typiquement, souvent c'est plutôt des gros animaux. Et de l'autre côté, il y a une autre stratégie de reproduction qu'on appelle la stratégie de reproduction R, qui représente la grande majorité des invertébrés, où ça va être des espèces qui vont avoir énormément de petits, mais où il va y avoir zéro soins parentaux, et en fait il va y avoir un taux de mortalité extrêmement important. Et en fait, si on a peut-être, je sais pas, sur
par exemple chez des poissons qui vont avoir des milliers et des milliers d'œufs, et sur un couple de poissons qui se reproduisent sur, je sais pas, 10 000 ou 15 000 œufs, il y en a peut-être que 2 ou 3 qui vont survivre jusqu'à l'âge adulte, et tous les autres vont mourir de manière très précoce, soit de faim, soit de prédation, soit... et en tout cas, et vu que la stratégie de reproduction R est probablement majoritaire parmi les espèces animales, et vu que ça fait tellement d'individus parmi les juvéniles, il y a un peu cette idée-là qu'il y a des chances qu'une très très grande proportion des animaux sauvages conscients, en fait, leur vie, ce soit uniquement des larves de poissons ou des larves d'insectes qui naissent et meurent quelques heures ou quelques jours après leur naissance dans des conditions assez... de manière un peu atroce, soit de faim ou de prédation, en ayant une vie extrêmement courte où ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités d'avoir également des expériences positives. Et c'est un peu sur cette idée-là, du coup, il y a une partie des théoriciens du courant Voisse qui pensent un peu que potentiellement il y a une partie des vies des animaux en milieu naturel qui pourraient ne pas valoir la peine d'être vécues, tellement il y a plus de souffrance que de bien-être dans leur vie. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais c'est l'idée qui est développée par une partie de ce monde-là. Et du coup, face à toute cette souffrance-là, il y a une volonté de venir en aide, et il y a tout un tas de propositions d'interventions qui sont envisagées pour essayer de réduire la souffrance des animaux sauvages, sachant qu'il n'y a pas du tout de consensus parmi ces propositions-là. Et en fait, ça va de choses qui sont relativement consensuelles à petite échelle, qui sont déjà mises en œuvre aujourd'hui par un certain nombre de personnes, jusqu'à des choses où il y a des gens qui se projettent dans des expériences de pensée d'un futur où on aurait des moyens technologiques très importants et des connaissances très développées pour faire tout un tas de choses qui sont pas du tout possibles aujourd'hui. Du coup, il y a un éventail de propositions qui est qui est vraiment extrêmement large, et il n'y a pas forcément de consensus parmi les gens dans ce monde-là sur les propositions d'intervention. Avant de développer un peu plus les pistes d'intervention qui sont proposées, je veux dire un peu plus quelques mots sur le raisonnement derrière l'idée que ce serait une bonne chose d'intervenir pour essayer de venir en aide aux animaux sauvages. Ça se base à la fois du coup en fait ça se base en général sur l'adhésion à un ensemble d'idées. Du coup il y a à la fois l'idée antispéciste, du coup l'opposition au spécisme, le spécisme étant vraiment la volonté de ne pas prendre en compte ou de moins prendre en compte les intérêts des individus pour la seule et unique raison qu'ils n'appartiennent pas à l'espèce humaine, ou alors on peut également parler de spécisme quand on fait une hiérarchie entre les intérêts équivalents de deux espèces différentes, par exemple choyer les animaux domestiques mais n'avoir contrefiche de se foutre d'un peu des intérêts des animaux exploités dans les élevages par exemple. Et y a, en plus de ça, souvent dans la plupart des promoteurs et promotrices du ROAS adhèrent également à une éthique utilitariste. L'utilitarisme en philosophie, c'est un système de valeurs qui promeut que la bonne chose à faire, c'est de mener des actions qui permettent d'augmenter la quantité de bien-être collectif pour un maximum d'individus et de réduire au maximum la quantité de souffrance dans le monde. Et c'est une éthique qui est vraiment conséquentialiste, c'est-à-dire que les gens jugent si une action est bonne ou mauvaise uniquement en fonction de ses conséquences sur la quantité de bien-être ou la quantité de souffrance dans le monde, et pas par exemple ce qu'on pourrait opposer au déontologisme, où ça va être plutôt le respect de principes, par exemple ne pas tuer, point, ou ne pas exploiter, point, enfin, où c'est plutôt indépendamment des conséquences. Et du coup vraiment l'utilitarisme c'est une éthique centrée sur cette question-là des conséquences. Et d'autre part, dans le raisonnement derrière ces interventions-là, il y a souvent aussi une vision qu'on appelle antinaturaliste. Et l'antinaturalisme, en fait, c'est une critique de l'idée selon laquelle tout ce qui est naturel est intrinsèquement bon, et tout ce qui est artificiel serait intrinsèquement mauvais. Et c'est une critique également en particulier de pour donner des exemples, par exemple le côté de dire que
il y a tout un tas de maladies qui surviennent naturellement, qui sont cause d'énormément de souffrance et qui sont absolument naturelles, et c'est pas... Et, enfin, ce serait difficile d'argumenter que c'est des bonnes choses. Et inversement, il peut y avoir des méthodes médicales pour soigner ces maladies-là qui ne relèvent pas, qui sont des méthodes artificielles, donc ça peut être compliqué d'argumenter qu'elles sont vraiment, qu'elles ont aucun intérêt pour la seule raison qu'elles sont artificielles. Un autre élément de ces critiques-là, c'est par exemple en agriculture biologique, dans la manière dont est construit le règlement pour l'agriculture bio au niveau européen, et pas qu'en Europe, il y a souvent cette idée de interdiction des pesticides de synthèse, mais pour les pesticides naturels, entre guillemets, sont parfois tolérés, des choses comme par exemple la bouillie bordelaise ou ce genre de choses-là. Et parfois, en fait, il n'y a pas forcément de réflexion poussée sur le fait de comparer l'impact d'une molécule qui peut être artificielle par rapport à une molécule naturelle en termes d'impact sur la biodiversité ou sur l'environnement. Et on peut arriver des fois à autoriser des molécules qui ont des impacts très négatifs sur l'environnement sous prétexte qu'elles sont naturelles, et du coup si c'est naturel c'est vu comme acceptable, alors que potentiellement des fois des molécules artificielles pourront avoir un impact moindre que certaines molécules d'origine naturelle qui sont autorisées en bio pour la seule unique raison qu'elles sont naturelles. Du coup c'est un peu basé sur cette critique-là. Et dans l'antinaturalisme, il y a aussi une critique d'idées d'ordre naturel. C'est un peu en voyant un peu l'idée que... l'idée selon laquelle chaque chose aurait une place bien précise dans la nature qui serait déterminée par soit quelque chose de divin, soit juste par la nature elle-même, et que l'humain pourrait contrevenir à l'ordre naturel. Et en fait, c'est un peu basé sur l'idée que dans beaucoup d'inégalités intra-humaines, souvent l'ordre social est présenté comme un ordre naturel. Par exemple, dans le féminisme, où la place des femmes dans la société a très souvent été présentée en mode voilà, c'est le rôle des femmes parce qu'elles peuvent porter les enfants, du coup c'est à elles de s'occuper des enfants, de rester à la cuisine et de rester aux tâches ménagères, et c'est un ordre naturel. Enfin, il y a eu cette idéologie là, et tout le mouvement féministe a venu dénaturaliser le fait que bah non, ça relève aussi majoritairement d'une construction sociale sur la place de certains dans la société. On peut parler aussi par exemple dans tout ce qui est le mouvement LGBT, tout ce qui est homophobie, c'est beaucoup basé sur l'idée que l'homosexualité c'est contre nature et que ce serait contre l'ordre naturel. Et du coup c'est un peu ça, l'antinaturalisme étend un peu cette logique-là pour avoir une critique un peu plus générale de l'idée d'ordre naturel, en disant que en fait en général ce qu'on appelle ordre naturel c'est plus souvent des constructions sociales que que simplement des faits de nature, et que les seuls ordres naturels qui existeraient ce seraient en fait les lois de la physique, en fait, ce qui détermine comment fonctionnent les lois de la physique, les lois de la biologie, mais que la vision naturelle est un peu assez critiquable, notamment parce que c'est aussi basé sur l'opposition de nature et culture, où les humains on serait les seuls du côté de la culture et tout le reste ce serait du côté de la nature, ce qui est basé sur l'idée que un peu sur une vision du propre de l'homme, alors que par exemple on n'est pas les seuls animaux qui développent des cultures qui sont avec des traditions qui sont créées, innovées et transmises de génération en génération. Il y a d'autres animaux qui ont cette attitude-là, du coup, qui ont aussi de la culture, et vraiment c'est basé sur une dichotomie très forte entre les humains d'un côté et tout le reste de l'autre, et notamment les animaux. Et même d'ailleurs dans tout ce qui est question d'exploitation animale, souvent la consommation de viande c'est légitimé avec l'idée les prédateurs, le lion mange la gazelle, du coup moi je peux manger des animaux, sans se poser la question que non, c'est une décision qu'on prend, c'est pas un ordre naturel qui fait qu'on extermine tout un tas d'animaux alors qu'on n'en a pas besoin niveau santé. Du coup c'est basé sur ce raisonnement là. Dans les interventions qui ont été proposées dans le cadre de la pensée Roas, je vais commencer un peu par les interventions les plus consensuelles, basiques, et je vais monter en gradation vers les choses les plus improbables, les plus dérangeantes et les plus what the fuck, progressivement, parce que c'est assez dingue de voir l'ampleur entre le plus bas et vers où ça amène à la fin. Et du coup dans les choses un peu basiques, il y a tout simplement par exemple si on voit un animal sauvage qui a enlisé, je sais pas, par exemple un éléphant qui est enlisé, ou je sais pas un cervidé qui je sais pas, marcherait sur un lac gelé puis tombe dans la glace, on peut tout simplement essayer de venir en aide pour le sortir de ces situations. Du coup c'est des choses qui sont quand même assez basiques, assez consensuelles. On peut parler également de tout ce qui est centre de sang à la faune sauvage.
En France, il y a tout un tas de centres qui récupèrent tout un tas d'animaux sauvages blessés. Ils récupèrent souvent effectivement des animaux qui des fois sont victimes des activités humaines, mais dans les centres de soins à la faune sauvage, ils ne vont pas trier entre les animaux victimes d'activités humaines et des animaux qui seraient blessés, on ne sait pas trop comment, mais pour des questions qui pourraient être pour une attaque de prédateurs par exemple, ou ce genre de choses, et qui essayent de soigner ces animaux-là avant de les relâcher. Il y a des gens qui ont réfléchi à des propositions sur tout ce qui est assistance aux animaux sauvages victimes de catastrophes naturelles. L'idée, c'est par exemple, typiquement en Australie, je crois que c'était en 2020, quand il y a eu des feux de forêt gigantesques, il y a eu tout un tas d'assauts naturalistes qui ont mené des programmes pour essayer de venir en aide aux animaux qui étaient victimes de ces feux. Alors, enfin, je dis catastrophe naturelle, bien sûr, c'est le réchauffement climatique en grande partie, mais le réchauffement climatique, quelque part, il augmente la fréquence et la probabilité et l'intensité de ces événements-là. Mais même s'il n'y aurait pas de réchauffement climatique, il y aurait quand même potentiellement des feux de forêt de temps en temps. Alors c'est pas la même intensité, pas la même fréquence. Mais en tout cas, il y a des assos qui sur place ont développé par exemple des programmes de nourrissage de certaines populations, en particulier plutôt d'espèces menacées, qui avaient des risques qui auraient potentiellement des difficultés à se maintenir avec cet événement-là en plus. Du coup, c'est des choses qui se font déjà. Il y a également le fait de par exemple fournir des abris à des animaux sauvages. Moi je connais bien le milieu de la conservation des chauves-souris, et par exemple ça se fait beaucoup d'essayer de mettre des abris à chauves-souris dans des endroits pour favoriser le fait qu'ils aient des endroits où nicher et se protéger des intempéries et ce genre de choses. Il y a également une proposition tout simplement d'essayer de créer un champ de recherche académique qui s'appellerait la biologie du bien-être, du coup, en anglais c'est welfare biology. C'est basé un peu sur l'idée que de la même manière que en écologie scientifique, à partir de l'écologie scientifique, on a créé un champ qu'on appelle la biologie de la conservation, où c'est de l'écologie scientifique appliquée à la conservation de la biodiversité. Il y a un peu l'idée de faire une analogie, d'essayer de faire de la même chose, d'utiliser l'écologie scientifique pour essayer de réfléchir à vraiment étudier cette question-là de la qualité de vie des animaux sauvages, pour avoir des connaissances scientifiques à la fois sur le niveau de souffrance et de bien-être des animaux sauvages en milieu naturel, et également sur essayer de comprendre qu'est-ce qui est possible de faire pour essayer de mieux prédire les effets des interventions. Et à l'heure actuelle, la création de ce champ de discipline-là, c'est vraiment la revendication centrale du mouvement ROAS à l'heure actuelle. La principale organisation de ce mouvement-là aux États-Unis, c'est une organisation qui s'appelle Wild Animal Initiative. Et ses activités principales, c'est vraiment de financer de la recherche. Par exemple, ils ont financé des études pour essayer de voir, d'évaluer le devenir des oiseaux relâchés par les centres de soins à la faune sauvage, pour évaluer vraiment leur chance de survie, leur stress. Ils ont également financé des études sur des outils d'évaluation de la santé des animaux sauvages. Du coup, c'est actuellement les principales organisations qui travaillent là-dessus. Ils travaillent principalement à essayer de financer de la recherche, et c'est vraiment ça leur revendication principale à l'heure actuelle. Pour donner un autre exemple, aux États-Unis, il y a une association qui s'appelle Salt River Health Management quelque chose. C'est une association en Arizona, je crois, qui promeut une gestion qu'ils appellent humane, du coup, en anglais, des populations de chevaux sauvages. L'idée, c'est qu'en fait, en Arizona, il y a des populations de chevaux qu'on dit féroces. Du coup, c'est des chevaux qui vivent en liberté, qui sont revenus un peu à l'état sauvage. Et l'idée, ce que fait cette association-là, c'est qu'ils font une gestion contraceptive d'une partie de la population, c'est-à-dire qu'ils donnent des contraceptifs à une partie de ces populations de chevaux sauvages, dans l'objectif de faire en sorte que la taille de la population ne soit pas telle qu'il y ait tellement de compétition entre les chevaux pour accéder à la nourriture qu'il y ait des chevaux qui meurent de faim, parce que c'est quelque chose qui arrive et du coup leur objectif, c'est de garder la population à une taille qui permet à la population d'avoir un niveau de bien-être relativement satisfaisant. Ou par exemple, ils font pas que ça aussi quand il y a vraiment des épisodes où il n'y a plus de végétation suffisamment. Ponctuellement, ils peuvent de temps en temps venir nourrir certains animaux, ou des fois ils font des soins vétérinaires aussi sur certaines populations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui existe. Il y a également une réflexion autour des campagnes de vaccination d'animaux sauvages. Par exemple,
En fait, il faut savoir que ça a déjà été mené à l'heure actuelle. En général, les campagnes de vaccination qui ont déjà été menées sur des populations d'animaux sauvages aujourd'hui, c'est plutôt pour deux raisons. La première, c'est pas pour dans une logique croisse en général. La première raison, c'est plutôt pour des questions de santé publique, quand il y a des populations d'animaux sauvages qui parfois sont porteuses de certaines maladies qui peuvent soit affecter les humains, soit affecter les animaux domestiques. Il y a déjà eu des campagnes de vaccination d'animaux sauvages dans le but de réduire ces risques sanitaires. Par exemple, pour la rage chez les renards en France, ça a été éradiqué par une campagne de vaccination dans le but d'éviter de limiter les risques de transmission aux animaux domestiques et ensuite potentiellement aux humains. Et un autre exemple, du coup, la deuxième raison, c'est plutôt ça a des fois été mené dans des cases de campagnes de conservation de populations d'animaux sauvages menacés. Et par exemple, Jane Goodall, du coup, qui est une primatologue assez connue, en Afrique a fait une campagne de vaccination d'une population de chimpanzés contre la polio quand elle a vu qu'il y avait une épidémie qui commençait à se développer. En partie, du coup, il y avait un peu l'argument santé publique avec des risques de transmission humain-animal, mais aussi parce que la population sur laquelle elle travaillait était très menacée par tout un tas d'autres problèmes. Et même si la polio n'était pas une menace directement causée par les activités humaines, c'était un facteur de plus qui menaçait cette population-là, et du coup, en les vaccinant, ça a pu réduire le taux de mortalité dans cette population-là de chimpanzés. Du coup, déjà là, on commence à être sur des choses un peu plus grande échelle. Maintenant, je vais passer aux choses qui commencent à devenir un peu plus what the fuck. Sur la question des espèces à stratégie de reproduction R, du coup, qui font plein de petits, dont seulement quelques-uns parviennent à survivre à l'âge adulte. Il y a certains théoriciens qui vont carrément partir sur l'idée que la vie de ces animaux-là, dans leur écrasante majorité, ne vaut peut-être pas la peine d'être vécue, et du coup, il faudrait limiter la population de ces animaux-là pour réduire leur souffrance. Je dis pas que je suis d'accord, mais c'est une idée qui existe, voire du coup soit de la contraception, soit il y a même des gens qui parlent d'essayer de provoquer volontairement l'extinction de ces espèces-là. Il y a des théoriciens qui vont jusqu'à proposer d'intervenir dans la prédation. Ça peut aller jusqu'à des campagnes de stérilisation de prédateurs pour faire s'éteindre des prédateurs dans l'objectif de protéger les proies des souffrances causées par les prédateurs. Il y a des gens qui vont jusqu'à des choses complètement what the fuck, à proposer des campagnes de modification génétique des prédateurs pour en faire des animaux herbivores, comme ça il n'y a plus de prédation. Et il y a carrément le dernier stade des théoriciens qui sont dans l'idée que il y a tellement de souffrance en milieu naturel que pour réduire la souffrance au maximum, en fait, il faudrait bétoniser un maximum d'espaces sauvages, envoyer des bombes nucléaires sur la forêt amazonienne, comme ça, il n'y a plus d'animaux sauvages, du coup, ils ne souffrent plus. Et du coup, souvent, en général, les gens qui sont dans ces dernières propositions-là, qui sont vraiment ultra jusqu'au boutiste, c'est souvent des théoriciens qui se revendiquent d'une forme d'éthique particulière, d'une variante particulière de l'utilitarisme, qu'on appelle l'utilitarisme négatif. L'idée, c'est que tout à l'heure je disais l'utilitarisme, c'est l'idée selon laquelle ce qui est bien, c'est de mener des actions qui augmentent le bien-être d'un maximum d'individus et qui réduisent au maximum les souffrances. Mais en fait, il y a plein de variantes différentes de l'idéologie utilitariste. Et une des variantes, c'est l'utilitarisme négatif, qui a comme spécificité de mettre beaucoup plus d'importance sur la question de la souffrance que sur la question du bien-être, en disant qu'un point de souffrance d'un point de vue moral, ça compterait beaucoup plus qu'un point de bien-être. Et dans certaines versions, il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que la souffrance est la seule et unique chose qui compte, et que la seule et unique chose à faire dans le monde pour agir moralement, c'est réduire la souffrance, et c'est le seul combat à mener. Et du coup, souvent, les gens qui sont dans cette version-là de l'utilitarisme, c'est eux qui arrivent à des conclusions de style vaut mieux qu'il n'y ait pas de vie plutôt qu'il y ait de la souffrance, et qui arrivent à des propositions de type ouais. Comment tu fais du béton sans exploitation humaine et sans souffrance? C'est un angle mort. Mais après, je pense qu'il y a sur le côté exploitation humaine, je pense qu'ils y pensent pas trop, et sur le côté que le béton lui-même va avoir des impacts environnementaux. En fait, quelque part, c'est leur but, c'est ça qui est un peu aberrant.
Mais Mais Suicidaire un peu quoi. si on va jusqu'au bout, on envoie des bombes atomiques sur toute la planète, comme ça il n'y a plus de vie, il n'y a plus de souffrance du tout. Parce que c'est la seule solution pour éliminer toute la il y a quelques. Si tu cherches bien, tu peux trouver des philosophes qui défendent ça. Après, je veux quand même préciser que c'est pas la majorité des gens qui vont jusqu'à ces points-là. Il y en a quand même pas mal, il y en a plus que ce que j'aurais pensé moi avant de m'intéresser à ça. Mais la majorité des mouvements n'est pas forcément sur des propositions aussi jusqu'au boutistes. Et en fait, il y a un peu eu une évolution aussi dans cette pensée-là, dans la pensée Roas, dans le sens où quand c'est né un peu, alors il y a des prémices un peu plus anciennes, mais cette pensée-là, elle a plus émergé dans les années 90. Et historiquement, du coup, moi j'ai un peu distingué deux tendances que j'appelle le Roas ancienne école et le WAW. Du coup, WAW c'est WAW pour Wild Animal Welfare, pour bien-être des animaux sauvages, nouvelle école. Le Roas ancienne école, c'est un peu que des philosophes qui réfléchissent un peu de leur côté, avec souvent des choses qui relèvent plus de l'expérience de pensée plutôt que de propositions un peu concrètes, réelles. Et souvent, il y a un discours très anti-écologiste de la part de ces théoriciens-là, avec vraiment une opposition assumée à l'écologie. Et souvent, il y a un côté aussi très... il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur le côté pratique de la chose, de vraiment se poser des questions concrètement. Quelles conséquences ça pourrait avoir en termes logistiques et en termes scientifiques sur les conséquences d'intervention. Et dans les dernières années, sur les 10 dernières années, le mouvement a plus évolué vers des organisations comme celle dont je parlais, de Wild Animal Initiative aux États-Unis, où la revendication centrale, c'est de développer un champ de recherche académique pour essayer d'étudier la souffrance et le bien-être des animaux sauvages, qui en général, plutôt que d'être absolument anti-écologistes, sont plutôt dans une idée d'essayer de collaborer avec le milieu de la conservation de la biodiversité pour essayer de trouver des points de convergence entre la question du bien-être des animaux sauvages et la question de la conservation de la biodiversité. Et souvent, ces milieux-là, ils sont aussi beaucoup plus sur une réflexion beaucoup plus concrète, un peu plus pragmatique. Ils sont moins dans le délire expérience de pensée, et ils sont beaucoup plus aussi modestes, je trouve, en termes sur les incertitudes à prendre en compte dans ces questions-là. Du coup, il y a deux tendances un peu qui ont quand même émergé, et plus ça va, plus le mouvement va vers quelque chose d'un peu plus raisonnable et un peu moins vers bétoniser la forêt amazonienne. Si je parle... Ouais. Tu disais, il y a des personnes qui sont plus jusqu'au boutiste ou non, mais du coup, comment est-ce que les personnes qui sont pas jusqu'au boutiste justifient de ne pas être jusqu'au boutiste? Je veux dire, comment est-ce que les personnes, sur tout ce spectre que tu as exprimé, décident, ok, en fait, là, ça, je considère que c'est raisonnable, je vais pas aller plus loin, malgré le fait que j'ai les mêmes prémices que mes collègues qui vont plus loin, malgré le fait que je partage, en tout cas, l'analyse philosophique, potentiellement, en tout cas, des bases philosophiques. C'est quoi le critère qui est utilisé pour se dire, ok, en fait, je vais m'arrêter là, parce que sinon, juste tout le monde va penser que je suis taré, quoi. Ou c'est juste, c'est pas raisonnable, ou voilà. Je pense qu'il y a une bonne partie où c'est du pragmatisme, où c'est un peu en mode, de toute manière, ce serait pas possible de faire tant de choses, du coup, on va essayer de se concentrer sur ce qui est possible de faire. Et ce qui est possible de faire, même à long terme, c'est des interventions beaucoup plus modestes. Et du coup, je pense qu'il y a une partie des gens qui foncièrement pas forcément une idéologie très différente, des gens qui vont sur des trucs beaucoup plus hardcore, mais qui sont juste beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus ancrés dans le réel. Du coup, je pense qu'il y a un peu de ça. Et après, je pense qu'il y a... je pense que c'est probablement le facteur principal. Après, je pense que j'ai pas eu suffisamment l'opportunité de discuter en détail avec des gens qui... avec des gens qui adhèrent vraiment à 100% à ces idées-là pour voir un peu... Ouais. Bah après, souvent, c'est aussi des expériences de pensée, quoi. Quand on réfléchisse, moi, je sais que j'avais déjà assisté à une conférence où ils proposaient de déplacer les éléphants qui allaient manger la végétation. Du coup, il y allait moins avoir de petits prédateurs, et du coup, de petits herbivores, du coup, moins de prédateurs. Mais en tout cas, en entendant ça, c'est vraiment plus après des expériences de pensée, quoi. C'est pas foncièrement des choses qui en tout cas, moi, quand j'ai assisté, qui étaient prônées réellement, mais plus, ok, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le bout du raisonnement Ouais, c'est ça. Historiquement, c'était vraiment que ça, et le mouvement un peu plus moderne, qui est un peu moins dans des expériences de pensée, actuellement, ils promeuvent absolument aucune intervention, parce leur position, c'est de dire on n'en sait pas assez en fait sur les conséquences de ce qu'on ferait en termes tout simplement de connaissances scientifiques. Du coup, leur priorité, c'est juste de développer des connaissances scientifiques
et ils remettent à plus tard le fait de mettre en œuvre des interventions parce qu'ils considèrent que de toute manière on n'a pas assez de connaissances pour vraiment savoir ce qu'on fait à l'heure actuelle. Mais ouais. Si je passe un peu maintenant plus sur les critiques qu'on peut adresser un peu à ce moment, alors je vais pas avoir le temps de tout développer, mais je vais me centrer sur quelques-unes. Une des objections principales, qui est souvent la première objection qui vient en tête quand on entend parler de ces idées-là, c'est la question de ce qu'on appelle les cascades trophiques. Alors, les cascades trophiques, c'est le fait que c'est l'idée que quand on intervient dans un écosystème, qu'il peut y avoir des effets en cascade sur tout le reste de l'écosystème qui sont très difficiles à prédire. Avec par exemple, on en a parlé hier sur le cas d'école, c'est les loups, la réintroduction des loups à Yellowstone aux États-Unis. Du coup, Yellowstone, c'est un parc national où les loups avaient été éradiqués par la chasse, et je crois que c'est dans les années 70 ou 80 où il y a eu des réintroductions de loups, et où en fait ça a eu tout un tas de conséquences parce que l'impact des loups sur les herbivores a impacté la végétation, qui a impacté des populations d'invertébrés. Je crois que le fait que ça a impacté la végétation, ça a impacté également le fait qu'il y ait certains types d'arbres qui étaient plus présents car ils étaient moins mangés par les herbivores qui étaient mangés par les prédateurs. Du coup, je crois que les castors ont recommencé à faire des barrages avec ces arbres-là auxquels ils n'avaient pas accès avant. Du coup, ça a modifié jusqu'à les populations de poissons dans la rivière, alors que ce qu'on a touché à la base, c'était une seule espèce avec très 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 peu d'individus au moment de la réintroduction. Et 30 ou 40 ans plus tard, ça a modifié, ça a eu des conséquences en cascade à une échelle incroyable. Et du coup, une des objections principales qui vient en tête, c'est ce côté de dire c'est bien beau de vouloir intervenir, mais en fait, si on essaye d'intervenir dans un écosystème, on risque tellement de pas maîtriser les conséquences, et on n'a aucun moyen de savoir si ce qu'on va faire risque de faire d'atteindre ses objectifs ou de faire plus de mal que de bien de manière involontaire, parce que la complexité des écosystèmes est telle que c'est pas possible en fait d'intervenir sans faire face à ce risque-là. Et d'ailleurs, il y a Peter Singer qui est un des philosophes majeurs de l'antispécisme. Lui, il est sur cette position-là. Il est un peu sur l'idée que si théoriquement on était capable d'intervenir en étant sûr qu'on arrive à améliorer le bien-être des animaux sauvages, pourquoi pas, mais en pratique c'est tellement pas possible de prédire les conséquences que ça lui semble trop risqué et que le mieux c'est de pas intervenir. Et moi c'était vraiment l'objection principale sur laquelle je m'étais arrêté pendant un certain temps. Mais je trouve qu'un contre-argument qui a été développé par en particulier Wild Animal Initiative à cette objection-là, que je trouve intéressant, c'est le fait de dire que c'est absolument vrai qu'il y a d'énormes incertitudes quand on essaye d'intervenir dans des écosystèmes, mais c'est faux de dire qu'on n'est jamais capable d'intervenir en prédisant au moins partiellement le résultat. Et c'est faux également de penser que c'est impossible de prendre en compte l'incertitude dans les modèles de prise de décision pour essayer de réduire les risques. Et l'exemple qu'ils mettent en avant, c'est le fait que la biologie de la conservation elle-même, en fait, elle intervient constamment dans les écosystèmes dans l'objectif d'atteindre certains objectifs précis, et elle est basée sur des connaissances scientifiques assez solides en écologie scientifique. Aujourd'hui, par exemple, pour évaluer le risque d'extinction des populations sauvages, on s'appuie beaucoup sur des modélisations informatiques des écosystèmes, où on va modéliser le fonctionnement d'un écosystème et on va prédire, on va essayer de faire plusieurs scénarios où on essaye de faire une intervention pour protéger une population, et on va voir en fonction du résultat de la modélisation si oui ou non c'est assez probable que la population soit bien impactée positivement si on intervient de telle manière. Du coup en fait c'est vrai qu'il y a des incertitudes colossales, mais c'est vrai aussi que si on s'en donne les moyens en termes de recherche scientifique, que dès aujourd'hui il y a des exemples qui montrent qu'on est capable en fait déjà d'intervenir dans les écosystèmes au moins de manière limitée. Alors il y a toujours une part d'incertitude, mais c'est faux de dire que scientifiquement on n'est jamais capable de prédire les conséquences. On est capable de prédire au moins en partie, et lorsqu'on ne sait pas tout, on est capable des fois aussi de réfléchir à la prise en compte des incertitudes dans l'action, par exemple en réfléchissant par exemple à la réversibilité des interventions. Et du coup c'est un argument que je trouve qui est un contre-argument qui vaut la peine d'être réfléchi. Une critique que j'adresse aussi au côté Ross, en particulier sur l'idée qu'il y aurait des animaux sauvages dont leur vie est tellement remplie de souffrance que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et que la meilleure chose à faire pour leur venir en aide c'est d'empêcher qu'ils existent. Moi je trouve que cette idée-là elle est basée sur le présupposé que
c'est possible d'évaluer si la vie d'une population d'animaux sauvages vaut la peine d'être vécue ou non en les étudiant. Et moi je suis pas certain que ce soit vraiment possible, et surtout je pense qu'en fait dans le mouvement roi c'est un peu cette idée que on va étudier, je sais pas, une population de têtards, et une fois qu'on l'aura bien étudiée, on saura si leur vie elle est trop pleine de souffrance ou si au contraire il y a assez de bien-être, et on pourra prendre la bonne décision de s'il vaut mieux les euthanasier ou les laisser. Et en fait je pense que c'est basé sur le présupposé que une fois qu'on aura des connaissances, on saura juger si leur vie elle vaut la peine d'être vécue ou non. Et moi je pense que c'est pas du tout basé sur des connaissances, c'est basé sur des valeurs en fait. Dans le sens que par exemple même si on met plein d'études sur une population de têtards, qu'on arrive à avoir des données très précises, par exemple on sait, je sais pas, sur 1000 individus il y en a que 4 qui arrivent à l'âge adulte, on sait qu'il y en a 50% qui meurent de prédation, on sait qu'il y en a 30% qui meurent de maladie, on sait qu'ils passent je sais pas, 15% de leur temps à se nourrir, 10% de leur temps à fuir les prédateurs. Même si on avait des données très précises comme ça, une fois qu'on a ces informations, le jugement, leur vie vaut la peine d'être vécue ou ne vaut pas la peine d'être vécue, en fait c'est un combat de valeurs, c'est pas un combat de connaissances. Et je pense qu'il y a un gros souci aussi, qui est même si on accepte les prémices un peu du raisonnement, qui est que si jamais on se trompe en fait sur une population en se disant, après l'avoir étudié, que leur vie vaut pas la peine d'être vécue et qu'on les extermine, alors qu'en fait selon eux-mêmes, leur vie vaut la peine d'être vécue, en fait on vient de tuer tout un tas d'animaux qui voulaient... Enfin, il y a un risque énorme en termes de si on se trompe et d'agir sur ça. Et du coup pour moi ça me manque de modestie intellectuelle sur le fait de... Je suis vraiment pas... Enfin voilà, je conteste l'idée qu'on puisse ne serait-ce que savoir en fait si leur vie vaut vraiment la peine d'être vécue ou pas. Et ouais. C'est surtout, selon moi, de l'ego humain si on veut, parce que déjà c'est l'homme qui a créé le mot valeur, aussi. C'est-à-dire que la vie elle n'a pas choisi que quelque chose vale plus qu'autre chose. Et en plus, on se croit un peu permis d'avoir le droit de mort ou de vie sur d'autres êtres vivants, juste parce qu'on en est capable. C'est un peu une habitude que peuvent avoir les scientifiques, c'est est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on va le faire. Mais juste parce qu'on se dit, c'est cool, on est capable. Parce que y a un peu une tendance de l'humain à aimer se sentir Dieu, quoi, si on veut. Je peux décimer une population, je vais le faire, quoi. Parce que comme dans un jeu vidéo, je peux le battre, je le fais, non, il n'y a pas de raison de le battre ci ou ça. Et même le fait de savoir, de mettre une valeur sur une vie, c'est humain. C'est la valeur de cette chaise, c'est l'homme qui a décidé, alors que c'est juste du bois, quoi. Est-ce que le bois il a une valeur? Non, c'est juste du bois. Et du coup, le fait de considérer qu'il y a des prédateurs ou des proies, même ça, c'est l'homme qui a donner des noms et des définitions dessus, alors que dans la nature c'est juste il y a déjà des prédateurs et des proies qui se sont pas courus après juste parce que ils ont l'habitude de vivre ensemble et ils avaient pas faim ce jour-là ou des trucs comme ça, et ils ont aussi une sociabilité qui font que même les lois prédateurs-proies ne fonctionnent pas non plus. Donc même ça, je pense que les scientifiques uniquement biologistes, ils oublient aussi des caractères non organiques, si on veut, je pense aussi. Ouais, en tout je cas, parle dans tous les sens, oui. Non, mais je pense que, je comprends ce que tu veux dire, et je pense que ça peut, je pense que ça fait partie des critiques qui peuvent être adressées à cette idée-là. Je pense qu'il y a également un problème sur le fait que, autour de l'éthique environnementale, parce qu'en fait, toutes ces idées-là d'intervention qui vont jusqu'à proposer de provoquer des extinctions dans l'objectif de réduire la souffrance ou d'améliorer le bien-être, c'est aussi basé sur l'implicite selon laquelle on a tout à fait le droit de détruire la biodiversité dans l'objectif d'améliorer le bien-être des animaux sauvages. Et du coup, c'est basé sur l'idée que la biodiversité en elle-même ou la santé des écosystèmes n'a pas de valeur intrinsèque. Et en général, les gens dans cette vision-là, ils reconnaissent à la biodiversité quand même une valeur instrumentale, c'est-à-dire une valeur non pas en tant de la biodiversité en elle-même, mais une valeur de la biodiversité parce qu'elle permet la régulation du climat ou parce qu'elle permet tout un tas de services écosystémiques qui ont un intérêt. Du coup, ça, c'est pas contesté en général par les gens dans cette vision-là, mais l'idée que la biodiversité, de manière intrinsèque, indépendamment
des services qu'elle peut rendre, que ce soit à nous ou à d'autres animaux sentients. Cette idée-là qu'il y a une valeur intrinsèque, c'est pas du tout, ça fait pas partie. En général, les personnes qui sont dans l'idéologie ROAS partent de l'idée que on perd rien quand on sacrifie de la biodiversité, alors que je pense que ça se discute vraiment le fait pour moi, en final, ça revient à sacrifier la biodiversité dans un objectif de préserver des valeurs. Du coup, ça revient à sacrifier une valeur qui, moi, me paraît importante dans l'objectif de poursuivre une autre valeur. Du coup, il y a ce problème-là, vraiment. Il y a également des questions qui sont posées sur... une critique qu'on peut adresser sur le côté un peu balayé devant sa porte, dans le sens où on peut voir quand même qu'il y a... Ça me semblait très paradoxal de juger que, alors qu'en tant qu'espèce, on est en train de détruire les milieux sauvages de manière incroyable, que la priorité ce soit pas d'essayer de réduire un peu tout ce qu'on détruit, et que la priorité ce soit d'abord d'aller réduire la souffrance d'origine naturelle, alors qu'on est déjà un peu en train de tout détruire. Et du coup, il y a un peu cette question. Moi, je vois vraiment un peu un double standard dans le fait par exemple, l'idée selon laquelle ce serait légitime d'aller exterminer des prédateurs pour sauver les proies, dans l'objectif de défendre les intérêts des proies. C'est basé sur le présupposé selon lequel, lorsque un individu tue d'autres individus pour survivre, c'est légitime pour un parti tiers d'intervenir par la force. Et en fait, je pense que ce présupposé-là, il y a un blanc dans le sens où il est applicable à la totalité des humains, en fait, avant d'aller s'attaquer aux prédateurs. La totalité des humains, y compris des humains véganes et assez écolo, sobres, on a un impact environnemental qui fait qu'on tue tout un tas d'animaux sauvages de manière indirecte, parce qu'on consomme, par l'extraction minière, par même l'agriculture végétale, même l'agriculture végétale la plus écologique du monde, il y a un impact environnemental sur des animaux sauvages. Et du coup, pour moi, il y a un problème au fait de se dire que c'est légitime d'aller exterminer les prédateurs qui font souffrir les proies, avant de se poser la question de déjà comment nous on fait souffrir tout le reste des animaux sauvages également. Il y a également une critique sur le côté de la question de la souveraineté des animaux sauvages. L'idée de souveraineté des animaux sauvages, c'est une idée qui a été développée par les auteurs et autrices d'un bouquin qui s'appelle Zoopolis, qui défendent l'idée que c'est des auteurs qui ne sont pas écologistes à la base, qui sont vraiment que antispécistes animalistes, mais qui défendent l'idée qu'on devrait voir un peu les communautés d'animaux sauvages un peu comme des peuples souverains sur leur territoire, et que du coup il y aurait qu'ils ont une légitimité à vivre sur leur territoire, et du coup qu'on devrait et en intervenant, on peut voir ça un peu comme une forme d'ingérence d'une ingérence sur un peuple étranger, par exemple. Et en particulier, je pense que moi, c'est une réponse à l'accusation sur laquelle, parmi les philosophes, par exemple, sur la question de la prédation, des gens qui défendent l'intervention dans la prédation, souvent ils mettent en avant le côté de dire si un humain se fait attaquer par un prédateur sauvage, tout de suite on va défendre l'humain, on va face au prédateur sauvage, parce qu'on va vouloir sauver l'humain. Par contre, si un animal sauvage se fait attaquer par un prédateur sauvage, on va pas l'intervenir, et si on n'intervient pas alors qu'on défendrait l'humain dans une situation qui est la même, on serait spéciste, on aurait un double standard où on privilégie notre espèce par rapport à des animaux pour la seule unique raison que c'est des humains. Et une réponse au fait que ce serait un jugement spéciste d'intervenir dans la prédation, c'est de dire que en fait, c'est de voir, de dire qu'on accepte de sauver des humains qui seraient attaqués par un prédateur sauvage, parce qu'ils font partie de notre propre communauté, du coup qu'on a des obligations spéciales de soins réciproques envers les membres de notre communauté. Et alors que pour des animaux sauvages qui s'attaquent, où il y a des prédateurs qui attaquent des proies, on peut voir ça un peu comme un conflit entre, par exemple, un conflit entre deux pays différents qui ne nous concernent pas, où on n'aurait pas vraiment de légitimité à intervenir en tant qu'acteur extérieur, ou si on interviendrait, ce serait une violation de souveraineté. Et je pense que c'est une idée intéressante. Et on peut se poser également la question un argument critique qui m'était venu en tête, c'est un peu la question de l'inversion des rôles.
dans le sens que, imaginons qu'il y ait des extraterrestres qui débarquent sur Terre, qui soient utilitaristes négatifs, qui regardent le cycle de vie des humains. On imagine que c'est des extraterrestres qui, par exemple, parce qu'ils ont tellement de technologies, ils ont une espérance de vie très très longue, ils ont une santé extrêmement bonne, ils ont un niveau de bien-être très très fort, et quand ils regardent la vie des humains, ils disent les humains ils vivent que jusqu'à 80 ans, c'est quand même extrêmement court, il y en a plein qui meurent de maladie, ils travaillent tous toute leur vie, il y a tout un tas de problèmes. Vraiment, moi je me dis que la vie des humains elle vaut pas la peine d'être vécue, alors on va par charité envers eux, on va tous les exterminer, comme ça il y aura plus de souffrance. Et je me dis que on n'accepterait pas ça de la part d'extraterrestres, quoi. Et quelque part, je pense que ça sonne un peu, ça fait ressortir le côté qu'il y a une perspective très située en fait quand on fait ces jugements-là. Et pareil, si on était une espèce, si on était nous-mêmes une espèce prédatrice obligatoire, si on était, je sais pas, comme des orques, on est obligé de chasser pour se nourrir, et qu'il y aurait une espèce d'extraterrestre qui débarquerait et qui nous dit désolé, mais vous causez trop de souffrance en exterminant vos proies. Du coup, on vous propose de vous modifier génétiquement pour vous transformer en herbivore, ou alors de vous nourrir jusqu'à la fin de votre vie en vous mettant sous dépendance, en vous nourrissant avec des produits synthétiques jusqu'à la fin de votre vie. Je pense qu'on n'accepterait pas parce qu'on voudrait garder notre autonomie en fait. Et si on n'accepte pas pour nous-mêmes, pourquoi on l'accepterait pour d'autres animaux? Du coup, c'est pour toutes ces raisons-là. Alors, je n'ai pas le temps de développer toutes les critiques, mais je pense qu'il y a plein de choses qui vont pas du tout dans la vision Roisse. Mais quelque part, moi, ce qui m'a un peu frappé quand je me suis intéressé à ça, c'est que malgré tout, en fait, j'étais assez proche des prémices sur le côté critique de l'idée d'ordre naturel, le côté promotion du bien-être, réduction des souffrances et antispécisme. C'est des idées auxquelles j'ai tendance à plutôt adhérer. Mais les conclusions vont pas du tout avec mes intuitions morales, et du coup j'étais un peu face au côté qu'est-ce qui va pas dans le raisonnement? Est-ce que ce qui va pas dans le raisonnement c'est les prémices, ou est-ce que ce qui va pas dans le raisonnement c'est les arguments qui vont des prémices jusqu'aux conclusions? Et au final, alors il y a quelques points où je pense qu'on peut critiquer plus ce deuxième point des arguments qui vont des prémices aux conclusions, mais au final ce qui m'est vraiment sauté aux yeux, c'est que pour moi le problème qu'il y a dans les prémices du raisonnement Roisse, c'est plutôt le côté de voir une seule et unique forme de valeur qui est la réduction de la souffrance ou la promotion du bien-être, et de se limiter uniquement à ça, et en fait d'optimiser cette forme de valeur là, qui je pense est une forme de valeur réelle, mais en s'autorisant de sacrifier tout un tas d'autres formes de valeur dans l'objectif d'obtenir de poursuivre cet objectif-là. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est que c'est basé sur le fait qu'il y a... C'est un manque de modestie intellectuelle sur le fait qu'il y a... En fait, ils sont tellement certains que c'est le bien-être et la souffrance, c'est l'unique chose qui compte, qu'ils s'autorisent à aller très très loin là-dedans, au lieu d'avoir un peu des doutes en disant peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent aussi avoir de la valeur. Et moi, à titre personnel, j'ai beaucoup été un peu embêté par le côté biodiversité, et ça m'a vraiment confronté un peu je me considère à la fois antispéciste, je suis assez proche des idées utilitaristes même si j'adhère pas à 100%, et je me sentais aussi assez proche de la vision plutôt conservation de la biodiversité, et ça m'a un peu forcé à voir les conflits qu'il y a entre ces deux visions là. Et une manière qui m'est venue un peu en tête pour essayer d'arbitrer ces conflits là, c'est plutôt le concept d'incertitude morale. L'idée, c'est que plutôt que de dire qu'on est obligé de choisir un camp, soit on est écologiste, soit on est pour le bien-être des animaux, on peut aussi un peu, plutôt que juste choisir une seule et unique théorie morale, on peut se dire que on ne sait pas forcément très bien entre les deux visions laquelle est la plus juste, et du coup ça nous place dans une situation d'incertitude. Et il y a des philosophes qui développent l'idée que en fait, en plus des théories morales type je sais pas, écocentrisme, ou alors utilitarisme, ou alors théorie des droits, ou genre de choses qu'ils appellent de premier ordre, il y aurait aussi une réflexion à avoir sur une manière juste de se comporter, de prendre des décisions, lorsque on ne sait pas très bien quelle est la bonne chose à faire. Et je pense que une idée qui est développée par les philosophes qui développent cette idée d'incertitude morale, c'est l'idée que par exemple attribuer
qu'on devrait pas réfléchir on devrait pas juste dire moi j'aime cette unique théorie, c'est ma théorie morale. On devrait plutôt voir plusieurs théories morales différentes et dire celle-ci elle me parle à 50%, celle-ci elle me parle à 90%, celle-ci elle me parle à 30%, et un peu attribuer, alors ils appellent ça des crédences, un peu une probabilité que cette théorie ce soit la bonne à différentes théories. Et si on est un peu modeste intellectuellement, c'est rare qu'on adhère à une seule unique théorie à 100% et qu'au final on a moins de chances de faire le mal involontairement vouloir faire le bien si on a quelque chose d'un peu plus modeste où on pioche un peu dans plusieurs théories pour essayer de faire un mélange, ce qui peut être vu comme contradictoire d'un point de vue logique, mais en fait qui est beaucoup plus modeste intellectuellement, je pense, que de se raccrocher à une seule théorie dans laquelle on dit celle-ci c'est celle qui est juste à 100%, et on prend la totalité de nos décisions sur cette seule et unique théorie. Et je pense qu'une des manières de réduire les risques de prendre des décisions moralement problématiques lorsqu'on ne sait pas très bien quelle théorie morale est la bonne, c'est d'essayer de privilégier les propositions d'action qui sont consensuelles entre plusieurs systèmes de valeurs morales. Et je pense que c'est la grande différence entre les propositions un peu plus soft du ROAS, type les centres de soins à la faune sauvage, ou s'occuper, par exemple, si on a, je sais pas, si on voit un éléphant enlisé, essayer de l'aider à se sortir de la boue plutôt que de le laisser de mourir parce qu'on dit que c'est de la nature et qu'il ne faut pas toucher à la nature. Ces propositions-là, qui sont beaucoup plus modestes, en général, elles sont plus acceptables parce qu'elles ne sont pas en conflit avec d'autres théories morales sur le fait de ne pas, comme je disais, violer la souveraineté des animaux sauvages, le fait de ne pas détruire la biodiversité. Et du coup, je pense que l'idée du roi selon laquelle c'est une bonne chose d'essayer de porter assistance aux animaux sauvages pour réduire leur souffrance, améliorer leur bien-être, je pense que cette idée-là, elle n'est pas mauvaise, mais toute la question c'est de poser des limites. Et pour moi, une des manières de poser des limites, c'est d'essayer de se limiter aux interventions qui sont assez consensuelles entre plusieurs systèmes de valeurs, et en particulier les actions d'assistance aux animaux sauvages qui seraient bénéfiques ou neutres vis-à-vis de la biodiversité. Et inversement, on peut aussi d'ailleurs penser ça par rapport aux interventions de conservation de la biodiversité. On peut essayer de se limiter ou de prioriser les actions de conservation de la biodiversité qui sont bénéfiques ou neutres vis-à-vis du bien-être et de la souffrance des animaux sauvages. Pour prendre un exemple plutôt où on peut critiquer plutôt d'un point de vue animaliste certaines actions dans le milieu de la conservation de la biodiversité, on peut critiquer par exemple dans la gestion des espèces invasives. Il y a parfois des campagnes d'extermination violente d'animaux sauvages invasifs, ou des fois je pense que qui sont y compris des fois menées dans des situations où c'est pas forcément certain que ce qu'on va obtenir en termes de conservation de la biodiversité est vraiment à la hauteur du sacrifice que ça implique en termes de nombre d'individus qu'on va exterminer violemment. Du coup je pense que dans les deux visions, voilà, une manière d'essayer de trouver des arbitrages, c'est ça, c'est se dire essayer de prioriser les interventions qui sont bénéfiques dans les deux systèmes de valeurs, ou alors qui sont bénéfiques dans un système de valeurs et neutres dans l'autre système de valeurs. Alors par contre ça force à réduire le niveau d'ambition des projets d'intervention, mais je pense aussi que c'est beaucoup plus réaliste, et même d'un point de vue politique, je pense que c'est pas possible de penser des interventions un peu ambitieuses s'il n'y a pas un peu plus de consensus auprès de la société, et qu'au final en se limitant à des interventions plus consensuelles, parce qu'elles sont consensuelles au sein de plusieurs systèmes de valeurs, ça permet aussi de se limiter à des interventions qui ont plus de chances de voir le jour, parce qu'elles feraient davantage l'objet d'un consensus en fait, plus large au sein de la société. Et du coup, moi, c'est un peu mon appel en termes de conclusion, que je pense que l'idée de base est pas mauvaise, d'essayer d'aider les animaux sauvages. Moi, j'étais bénévole dans un centre de soins à la faune sauvage, et effectivement, c'est pas une idée que je rejette, l'idée que c'est dans tous les cas une mauvaise chose de venir en aide à des animaux sauvages, y compris des fois quand ils sont victimes de souffrances d'origine naturelle. Mais pour moi, la question, c'est vraiment poser des limites aux interventions, et c'est là où il y a un problème dans le milieu ROAS, où il n'y a pas eu cette réflexion très approfondie sur où sont les limites. Et je pense que pour trouver des limites, il faut réfléchir à des compromis pluralistes en fait, en prenant en compte plusieurs façons de raisonner d'un point de vue moral. J'en arrive un peu à la fin. Bon, moi, ça me suggère plusieurs choses. Un premier point, c'est un parallèle avec le fait que, disons que les pays d'origine de l'utilitarisme, qui sont notamment l'Angleterre et les États-Unis ensuite,
il y a quand même eu une utilisation, bon, pas exactement les mêmes arguments, il faudrait pousser, là je dis ça un peu de façon pas très poussée, vu que j'avais pas réfléchi avant, mais il y a eu quand même des arguments assez similaires appliqués en termes de sociétés humaines. C'est-à-dire qu'en anthropologie, on a beaucoup parlé du fait que les sociétés de sauvages étaient cannibales, violents, chasseurs de tête, passaient leur temps à souffrir et à avoir des conditions de vie préhistoriques sombres et misérables, etc. Et ça a quand même été beaucoup utilisé historiquement pour justifier au minimum leur, disons, colonisation, disparition culturelle, etc. Et souvent même leur extermination physique. C'est-à-dire c'est des cannibales, on les extermine. Et c'était peut-être pas aussi nuancé éthiquement, etc. Mais ça montre quand même que ces prémices-là, quand on les applique sur les humains, peuvent être très compliquées. Mais y compris, par exemple, quand Marx écrit sur l'Inde, il y a des moments où il justifie quand même globalement la colonisation de l'Inde aussi pour les considérations de ce type. Donc il y a quand même, vu d'aujourd'hui, quelque chose de... Enfin, ce parallèle, je le trouve intéressant. Donc, et un deuxième point, justement, pour pousser ça, c'est... ça m'a été suggéré ce que tu disais au début sur les stratégies R et K. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme, et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, d'anthropocentrisme éthique dans le fait, en tant qu'espèce, qui ont une certaine stratégie de reproduction très maternante, qui fait du soin, qui va avoir beaucoup d'empathie pour les enfants, parce que c'est ça notre stratégie, la façon dont on a évolué, c'est en faisant énormément de soins parentaux et même généralisés à toute la société. Enfin, on est une des rares espèces où il y a autant d'interventions d'autres adultes que la mère et même que le père dans le soin aux enfants, style des grands-parents. Ça existe chez très très peu d'espèces. Est-ce qu'on n'a pas une espèce de biais où nous on a construit cette éthique-là dans notre stratégie évolutive et du coup on va l'appliquer à des espèces qui ont d'autres stratégies, donc des stratégies R par exemple. Et en fait peut-être que si on avait eu une stratégie R dans notre évolution, bon c'est sans doute impossible de devenir, je sais pas, de créer la technoscience et tout ça en ayant une stratégie R pour plein de raisons, mais est-ce qu'on n'aurait pas peut-être des systèmes de valeurs morales qui auraient absolument rien à voir, où on se dirait que ce qui compte c'est de propager la vie le plus possible, etc. Et où on trouverait ça monstrueux de voir une espèce qui se reproduit très peu et qui restera assez jeune. Enfin, je me pose cette question en train de... Qu'est-ce qui dans notre morale vient de notre propre évolution et de notre propre fonctionnement? Je suis un peu long. Et voilà, et troisième petit point, c'est sur la souffrance. Si je réfléchissais à cette espèce de... Enfin, je me dis qu'il y a quelque chose de vite terrifiant dans cet utilitarisme centré sur la souffrance, pathocentriste. Et même en y réfléchissant pour ma propre vie, par exemple, est-ce que la souffrance est le seul critère? Quand tu disais un point de bien-être ou un point de souffrance, ben, je pense que forcément j'ai quand même une vie assez privilégiée en étant en Occident aujourd'hui, etc. Mais dans ce contexte-là, si on me proposait d'éliminer la souffrance de ma vie, et je pense à plusieurs souffrances que j'ai pu avoir de type dépression, deuil, et à des petites souffrances du style quand on travaille c'est difficile, et après on est soulagé quand c'est fini, ou des choses comme ça, ben, je suis pas sûr que ce serait vraiment une bonne chose d'éliminer ces souffrances-là. Et en particulier, je sais pas, même si ça va être très dur en deuil, la personne qui n'aurait pas de souffrance dans cette situation, un peu à la Huxley dans le meilleur des mondes, où on prend une pilule et on souffre plus, ça ferait quand même de moi quelque chose d'assez monstrueux de mon point de vue actuel. Donc voilà, il y avait 3 petits points. Ouais, sur le côté, le parallèle avec la colonisation, ça a été souligné par Estivareus, qui est une théoricienne antispéciste qui a écrit un bouquin, enfin une série d'articles critiques du Roisse, où effectivement elle a trouvé un peu que quelque part, là, c'est un peu... Il y a un peu une extension de la mission civilisatrice aux animaux sauvages, un peu, dans une partie du raisonnement. Et c'est vrai que le parallèle, il est un peu étonnant. Mais je pense qu'il y a un peu de ça, et je pense que plus largement, comme tu disais, il y a un peu un côté très perspective située, et c'est un peu ce que j'ai voulu souligner avec l'argument des extraterrestres, qui est que moi j'ai très peur que dans cette fameuse question-là sur vie qui vaut la peine d'être vécue ou qui vaut pas la peine d'être vécue, j'ai un peu peur que le critère ce soit le niveau de bien-être moyen d'un humain, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue, tout ce qui n'est pas ça ne vaut pas la peine d'être vécu. J'ai un peu peur qu'il y a un peu cette vision-là en creux là-dedans. Qui arrive, du coup, je suis assez d'accord avec cette critique. Sur le côté qu'on s'appelle valeur de la souffrance, ça je sais pas trop. Je sais pas trop quoi répondre à cet aspect-là. Je pense que des gens qui sont très à fond utilitarisme négatif centré sur la souffrance te diraient que te dirais que s'il n'y avait pas de souffrance, la souffrance qui viendrait du fait de ne pas avoir eu des expériences de vie formatrices liées à des expériences de souffrance n'existerait pas non plus, mais je pense que c'est tellement théorique que ça me parle pas beaucoup. Je voulais savoir c'était qui la philosophe qui avait écrit sur...
celle dont j'ai parlé juste avant. Elle s'appelle Estiva Reus. C'est non. Pardon, mais un peu plus avant sur le doute. sur l'incertitude. Oui, c'est ça. C'est 3 philosophes qui sont. Il y a Toby Ord, William MacAskill et je sais plus comment il s'appelle le troisième. Et c'est des philosophes plus c'est uniquement en anglais leur publication. Et c'est des gens qui sont. J'en ai pas trop parlé aussi parce que ça me semblait difficile en termes de temps de parole d'expliquer rapidement. Mais cette pensée-là, elle est très présente dans le mouvement altruisme efficace, qui est. C'est difficile d'expliquer ce que c'est en pas beaucoup de mots, mais le mouvement altruisme efficace, c'est un mouvement qui vient un peu des sphères rationalistes et qui essaye d'appliquer un peu des outils qui viennent de la pensée rationaliste à l'augmentation de l'efficacité de tout un tas d'actions militantes dans un objectif altruiste, mais qui ont... c'est trop peu de dire juste ça parce que c'est aussi un milieu socialement très homogène un peu qui vient aussi d'un milieu qui est assez élitiste, qui est beaucoup dans les universités d'élite américaines. Moi, il y a des choses qui me parlent dans les réflexions de ce mouvement, mais il y a aussi tout un tas de choses qui me parlent pas. Et du coup, c'est les philosophes qui ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est aussi beaucoup des philosophes qui sont proches de ce milieu-là. Sur l'incertitude morale, William MacAskill, c'est un des philosophes les plus importants du mouvement altruisme efficace. Qui pour autant, lui, il est très pro-Roisse, même s'il a écrit le bouquin sur l'incertitude morale, qui moi m'a servi un peu de critique du Roisse. Il est très favorable à ça. Mais... Moi, c'est pour revenir aussi à l'intervention qu'il y avait pu avoir sur le fait que le Roisse, c'était beaucoup un exercice... il y avait une partie du Roisse qui était beaucoup des exercices de pensée. Moi, j'ai quand même l'impression que développer un logiciel ou une analyse qui est basée sur des exercices de pensée reste rarement cantonné à de l'exercice de pensée, quoi, et que ça structure aussi des analyses qui vont au-delà de ces exercices de pensée. Donc par exemple, je sais pas, un sanctuaire qui hésite entre bétonner un champ ou non pour limiter la prédation de poules ou quelque chose comme ça, et qui pourrait se dire oui, ça aura un impact, mais après il y aura plus de biodiversité, donc il y aura plus de souffrance, ou je sais pas. Et pour moi, justement, cette idée d'utiliser un syncrétisme ou d'utiliser plusieurs logiciels moraux ou jeux de valeurs pour décider du bien fondé d'une action ou non, ça me paraît aussi assez dangereux parce que j'ai l'impression que c'est assez facile du coup de trouver des façons de justifier son action, parce que du coup on a un peu différents logiciels et du coup on peut dire oui, on peut le faire parce que ici je veux dire, et je dis pas ça on le ferait pas consciemment, mais je veux dire je pense qu'il y a ce danger là de piocher un peu ce qui nous arrange sur le moment, quoi. Et j'ai aussi l'impression, alors je sais pas, j'ai pas lu en tout cas j'ai peu de connaissances sur les travaux sur l'incertitude morale, mais j'ai un peu l'impression que justement aucun logiciel moral ou aucun jeu de valeur est transcendantal et né de lui-même, quoi. Donc j'ai l'impression que déjà les jeux de valeur et les logiciels moraux qu'on utilise aujourd'hui sont composés de multiples sources. Du coup j'ai du mal à comprendre, en tout cas la seule façon que je pourrais comprendre ce que tu as pu présenter, c'est plutôt dans une optique plus générale et de dire ok, chacun choisit un petit... chacun mesure différentes lectures, différents logiciels. Moi j'aurais, je sais pas, 3 logiciels, mon voisin 4, et on compose avec ces logiciels. Alors que je trouve que ça c'est beaucoup moins constructif que si collectivement on disait ok, il y a des choses intéressantes ici, il y a des choses intéressantes là, comment créer quelque chose de nouveau à partir de ces différentes sources, et comment rendre cette composition surtout consensuelle, plutôt que juste accepter une sorte de diversité mais quasi infinie du coup qui
qui devient très difficile à adresser après par la suite lors d'échanges par exemple, ou lors de réflexions. Ouais, je sais pas. Moi j'ai un peu peur que si on se met comme objectif de construire le système de valeurs parfait, qu'on retombe un peu dans des... Alors peut-être pas avec les mêmes problèmes, mais qu'on retombe un peu dans... Une fois qu'on aura construit quelque chose qui nous semble être la bonne théorie morale, qu'on retombe potentiellement dans le fait d'avoir une croyance très forte dans nos propres conclusions. Et moi je continue quand même de penser qu'il y a une modestie intellectuelle qui a de la valeur dans le fait d'avoir ce truc de se dire oui bah j'ai des doutes sur mes propres positions morales en fait. Genre je sais pas, il y a plein de situations où juste des fois je sais pas ce qui est la meilleure chose à faire. Et je sais pas trop comment concilier ces deux trucs là. Je suis assez d'accord avec l'idée qu'il y a probablement un risque que le fait de piocher un peu dans différents systèmes de valeurs, que même sans le vouloir, qu'on pioche un peu ce qui nous arrange et qu'on évite de regarder les choses dérangeantes. Ça je suis d'accord que ce risque là il existe, mais j'ai tendance à préférer ce risque-là par rapport au risque d'en arriver à d'être tellement dans un truc que t'en arrives à proposer d'envoyer une bombe nucléaire sur la forêt amazonienne. Ça me paraît moins dangereux en termes de... Enfin, dans ce sens, je me dis, il y a suffisamment de trucs qui sont consensuellement des problèmes très graves. Je sais pas, écocide, génocide, extractivisme massif, etc. Pour qu'on n'ait pas forcément besoin d'aller chercher des cas très compliqués, quoi. Enfin, s'il y a des choses contre lesquelles on veut s'opposer, il y en a plein où on n'a pas de doute, quoi. oui, c'est aussi une autre manière de se concentrer sur des choses où il y a moins de doutes. Mais malheureusement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de sujets où on est confronté à des questions compliquées. Je pense que la question des espèces invasives, c'est vraiment une question où j'ai du mal à trouver un positionnement qui me satisfait. Notamment, par exemple, il y a un cas qui est un peu célèbre dans la littérature là-dessus, où il y a une île, je crois que c'est une île aux États-Unis, je suis pas très sûr, qui s'appelle Saint Clements, où il y avait des populations de chèvres qui n'étaient pas natives de l'île, et il y avait une espèce végétale sur l'île qui était endémique de l'île, qui était menacée par les populations de chèvres. Et du coup, il y a eu une extermination des populations de chèvres pour protéger cette plante-là. Et là, d'un point de vue animaliste, où pour moi, il y a quand même, on arrivait à tuer des animaux sentients qui ressentent le plaisir et la douleur pour protéger des organismes qui, eux, ne ressentent rien. Et genre, moi, d'un point de vue antispéciste, j'ai du mal à penser que c'est acceptable. Mais inversement, je continue de penser que la biodiversité a quand même une valeur et que ça vaut la peine d'essayer de trouver des moyens pour la protéger. Du coup, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de cas complexes où c'est difficile de les éviter et on est confronté un peu qu'on veuille ou non. Moi j'ai l'impression que un des biais, quand on arrive à ces conclusions avec le ROAS, c'est la définition même, à l'origine de la question de se focaliser sur les souffrances. Comme tu disais que que ça suffit pas de réfléchir qu'à ça, et je trouve que c'est intéressant de voir qu'aussi dans l'antispécisme, il y a différentes définitions, et que la définition qui a émergé au début, c'était avec Peter Singer, et c'était quelque chose de très, très utilitariste. D'ailleurs, il y a une brochure dans l'infokiosque sur ça. Et ça pose plein de questions. Et moi, par exemple, je me sens plus proche d'une définition qui, à mon sens, arrive pas à ce genre de conclusion. C'est une définition qui est plus de l'ordre de la sociologie et moins de la philosophie morale type utilitariste. Du coup, sociologie matérialiste que défend Axel Playus-Ward, qui parle plus de rapports de domination, de rapports de pouvoir, du fait que du coup, réfléchir plus en termes de l'espèce humaine vis-à-vis de son rapport aux autres animaux. Et du coup, ça évite d'en aller à intervenir entre les animaux non humains, entre eux. Puisque là, on ne parle pas d'une oppression, quoi. Ce qui est bien différent. Ceci dit, juste pour l'anecdote, Axel, je la connais plutôt bien et elle est plutôt pro-ROAS. Ah ouais, merde. Mais ceci dit, elle a quand même sa double lecture. Enfin bon, après, mais je suis d'accord avec l'idée que, pour moi, en fait, je pense aussi que ça met en avant ce genre de questions-là. C'est le côté que l'antispécisme, c'est pas suffisant pour construire un système de valeurs, en fait.
L'antispécisme, c'est juste de considérer qu'il faut considérer les intérêts des animaux à égalité, mais pour après prendre des décisions sur quelle est la bonne chose à faire, il faut rajouter d'autres valeurs en plus de ça. Et ça peut être, historiquement, ça a beaucoup été l'utilitarisme avec Peter Singer, mais c'est pas le seul système de valeurs. Il y a aussi Tom Regan, où c'est plutôt la théorie des droits, vraiment penser des droits pour les animaux qu'il faut inaliénables respecter. Il y a, comme tu dis, ça peut être plus une vision de abolir un système de domination, où c'est plutôt une vision justice sociale, où c'est plutôt des concepts autour de la justice. Et au final, je pense que cette question-là, enfin, je pense que ça montre bien que l'antispécisme c'est qu'une partie de raisonnement, ça peut pas, faut l'associer à également d'autres valeurs pour arriver à des conclusions, et tout seul, ça veut juste dire qu'on inclut les animaux dans la sphère de considération, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant pour arriver à des positions en fait. Il y a d'autres questions, on arrive à la fin. Puis il y a souvent aussi un conflit éthique entre, par exemple, là tu parlais d'espèces invasives, mais en fait il y a des cas qui se produisent tout seuls, mais en fait il y a beaucoup de cas qui sont de l'effet indirect aussi de l'intervention humaine, notamment avec la mondialisation, des espèces de tortues californiennes dans les rivières, mais aussi les écrevisses américaines qu'on peut trouver et qui en fait atterrissent dans un milieu qui est pour le coup sans prédateurs, puisque c'est des milieux qui ont évolué tout seuls et qui se sont créés avec un équilibre, et qui du coup se retrouvent fortement perturbés de par des espèces qui n'avaient à l'origine, qui n'ont pas évolué dans ce milieu-là, et qui pour le coup peuvent grandir, c'est ça, sans prédateurs, et se développer fortement, et puis après prendre le pas sur d'autres espèces et perturber un peu l'équilibre qui existait déjà. Et je sais pas, j'ai des solutions, mais c'est juste aussi pour donner un exemple éthique qui se produit mais partout sur la planète, quoi. Il y a vraiment des cas, que ce soit dans différents milieux, que ce soit dans l'eau, que ce soit sur la terre, dans les montagnes, dans les forêts, il y a vraiment des cas conséquents et étudiés un peu partout. Et voilà. Et les invasions biologiques, c'est, comme tu dis, c'est en grande partie un résultat des activités humaines. Pas uniquement, mais en grande partie. Et le fait qu'il y en ait autant aujourd'hui, c'est clairement un résultat, comme tu disais, de la mondialisation. Un truc qui est beaucoup mis en avant là-dedans, c'est en milieu marin, les bateaux qui font des transports de marchandises grande distance, qui pour se stabiliser ont tendance à piocher de l'eau dans leur cale et à un endroit, et puis qui vont aller 3 mètres à relâcher l'eau, et en fait ils vont relâcher plutôt des micro-organismes, font plutôt des coquillages, et ça crée, c'est un facteur d'invasion biologique énorme. Du coup il y a tout un tas... c'est vrai que je pense que c'est plus facile de réfléchir à la prévention qu'à la correction pour les invasions biologiques. Un truc aussi sur, même juste sans parler du côté valeur animaliste, juste d'un point de vue conservation de la biodiversité, sur la gestion d'espèces invasives, il y a aussi des réflexions sur le côté que pendant longtemps il y a beaucoup de réflexes dès qu'on constate un début d'invasion qu'il faut exterminer l'espèce invasive, et il y a eu plus tard d'autres biologistes qui ont un peu développé le côté de dire que en fait c'est pas systématique que lorsqu'une espèce qui est non native dans un écosystème arrive dans un écosystème d'où elle n'est pas originaire, que rien que d'un point de vue biodiversité ça va forcément avoir des conséquences négatives, et qu'avant de forcément exterminer dès le début, vous pourrez aussi évaluer à quel point c'est probable ou pas que l'espèce cause des extinctions d'autres espèces locales, ou que c'est aussi possible le scénario où dans un écosystème où il y a une espèce non native qui arrive, que des fois elle peut s'insérer sans causer des extinctions d'autres espèces, et au final ça enrichit la biodiversité de cet écosystème-là qui a une espèce en plus qu'elle n'avait pas avant, et où ça n'a pas forcément causé une perte de biodiversité énorme. Du coup il y a aussi cette réflexion-là qui a été développée côté biologie de la conservation, un peu pour essayer de développer des modèles pour évaluer le niveau de risque que représentent des espèces invasives, pour adapter la réponse en fonction du niveau de risque, pour ne pas exterminer des espèces où il n'y a pas forcément de raison d'un point de vue juste biodiversité de le faire, quoi.
Mais j'ai l'impression que de toute façon, en plus, on est vachement rétif, en fait, notamment dans tous nos réflexes un peu naturalistes d'organisation des biotopes et tout, à accepter le fait que des biotopes puissent changer, et même qu'ils puissent changer de manière pendulaire. Je pense notamment à, je sais plus où, je crois que c'était dans la région des Grands Lacs, où tu avais une espèce de castor qui était venu s'installer à un endroit où il n'était pas là de base. Et en gros, en s'installant, ils ont commencé à foutre des barrages partout, parce qu'ils adorent ça, les castors. Et du coup, forcément, ça te fait grossir le bassin de la rivière, etc. Et il y a eu tout un tas de zones qui n'étaient pas forcément des zones humides, qui sont devenues des zones humides. Résultat, à la base, ça posait problème, parce qu'il y avait des espèces qui habitaient là, qui n'étaient pas forcément censées habiter dans des zones humides, qui étaient obligées de se décaler. Puis en fait, on s'est rendu compte que de manière pendulaire, ces zones humides elles disparaissaient et que le nombre de castors décroissait. Et ils ont pris un peu de temps à comprendre que ce qui se passait, c'est que les castors installaient leur barrage, ça avait amplifié les zones humides. Du coup, les loups avaient vachement plus d'aisance à se déplacer dans ces territoires-là, parce que c'était beaucoup plus simple pour aller chasser dans les marécages que dans des grandes plaines où on les voit arriver à 50 km. Du coup, ils mangeaient les castors. Les castors se remettraient à disparaître, les rivières reprenaient un courant un petit peu plus classique, et puis en fait il y avait une espèce de modification, en gros de jeu de pendule comme ça, entre la population de castors qui croît et la population de loups qui croît, et en fait là on se rend compte typiquement que bah non, on peut se retrouver dans des biomes qui changent, et même qui changent de manière assez régulière, avec des fois des pertes et des augmentations de biodiversité qui sont absolument pas contrôlées par l'être humain, et qui sont pas un problème en tant que tel, quoi. Et un autre exemple qui marche vachement bien pour ça, c'est les mangroves. Les mangroves, c'est des espaces, c'est des biomes qui, par essence, disparaissent en fait assez régulièrement, pas toutes les mangroves, mais quand même beaucoup, qui genre, disparaissent assez régulièrement, qui sont des vrais nids de biodiversité, mais qui disparaissent, qui reviennent à d'autres endroits, etc. S'il n'y a plus du tout de mangroves, évidemment, à un moment, c'est un problème, mais la mangrove en tant que telle, c'est un espace qui se déplace, quoi. Et il faut aussi accepter, là, typiquement, de ne pas jouer l'apprenti sorcier et de laisser les choses se faire, surtout qu'en général, quand on joue l'apprenti sorcier, on est pas bon, quoi. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça sur le côté que dans le milieu de la conservation, il y a parfois une vision un peu naïve sur le côté ne pas prendre en compte le fait que les écosystèmes ils évoluent à l'échelle de millions d'années en fait, et que c'est en particulier par exemple dans le débat public, dans le milieu écologiste, il y a beaucoup l'idée d'équilibre de la nature qui en fait quand on regarde vraiment, quand on fait de l'écologie scientifique, cette idée là ça fait ça n'existe pas en écologie scientifique, le concept d'équilibre d'écosystème. C'est critiqué depuis au moins 50 ans, voire plus. Et ce qui est mis en avant parce que en fait, les écosystèmes d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a 1 million d'années. Même avant que l'humain existe, les écosystèmes du Cambrien, c'est pas les mêmes que ceux du Crétacé. Et il y a une évolution énorme. Et en fait, c'est pas un état stable. C'est pas un état d'équilibre des écosystèmes, c'est dynamique, ça évolue en permanence. Et du coup, pour moi, je pense que ça amène un peu à. Par exemple, quand on fait de l'écologie de la restauration, où l'idée c'est de restaurer un milieu qui a été dégradé, il y a beaucoup l'idée de se baser sur un état de référence, et où on essaie de ramener un écosystème à un état de référence. Et il y a un peu cette question qui se pose de qu'est-ce que c'est que l'état de référence? Est-ce que c'est avant l'intervention humaine? Ou est-ce que c'est il y a 10 000 ans plus tôt? Ou est-ce que c'est avant même que les humains ils existent? Ou est-ce que c'est il y a 50 millions d'années? Enfin, il y a un peu cette question-là de... Et moi, je trouve que plutôt que de penser au côté juste revenir en arrière, un état de référence, une idée que j'aime bien, qui me semble plus intéressante, c'est de ne pas chercher à revenir à un état de référence et de considérer qu'un écosystème qui a été modifié par l'humain, du simple fait qu'il est modifié par l'humain, il est dégradé, de plus regarder des indicateurs objectifs de l'écosystème pour voir si une modification est négative ou positive d'un point de vue biodiversité, en regardant si ça a augmenté ou si ça a diminué la biodiversité de l'écosystème. Et il y a un autre concept qu'on peut faire appel, c'est le concept de santé des écosystèmes, où l'idée c'est d'évaluer l'état des écosystèmes sur la base de 3 grands critères qui sont d'un critère d'organisation, c'est plutôt des indicateurs de diversité, de biodiversité. Il y a un critère qu'on s'appelle de vigueur, où ça renvoie à la bioproductivité de l'écosystème, un écosystème où il y a beaucoup de biomasse qui est produite, c'est un écosystème en meilleure santé qu'un écosystème où il n'y a plus rien qui est vivant. Et le troisième critère, c'est la stabilité qui n'est pas pensée en tant qu'équilibre figé, mais qui est pensée en tant que un peu constance des effectifs et des espèces, même si ces espèces elles évoluent dans le temps, et un peu de résilience aussi, de capacité quand on modifie à revenir à un état approximativement stable, même si quand je dis stabilité, c'est une stabilité où c'est pas un équilibre figé, c'est la préservation, c'est le maintien d'un réseau trophique qui lui va évoluer sur des millions d'années de manière différente. Ouais,
pour rebondir sur ça, je suis d'accord sur le côté, et d'ailleurs il y a un espèce d'orgueil humain de dire on pourra restaurer, on pourra réparer, alors que tout n'est pas réparable, et on le voit dans le domaine de la compensation, qui est quand même quelque chose d'assez monstrueux, cette idée de on va détruire, mais on va compenser ailleurs.